Pierre, en fait, est directeur artistique depuis une vingtaine d'années. Pierre a une relation passionnelle avec l'intelligence artificielle générative, donc Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E. Pierre va nous raconter et nous partager justement l'aventure qu'il a depuis 2 ans avec cette intelligence artificielle générative. Et il nous parlera aussi, c'est une chance, parce qu'il ne voudra pas en faire la promo, mais sachez qu'il a sorti cette petite bande dessinée qui est accessible aujourd'hui en ligne. Si vous avez des idées de cadeaux de Noël pour vos petits-neveux, petites-nièces, c'est magique. Voilà. Donc Pierre, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je suis Pierre Velgeux, je suis un tricheur, comme l'a si justement annoncé notre conférencier précédent. J'ai apprécié qu'il ait ouvert une porte sur la solution et dans notre tête, parce que moi c'est vraiment comme ça que je l'ai abordé. Donc, quand j'ai découvert l'intelligence artificielle générative, moi je trouve que l'intelligence artificielle déjà c'est un peu galvaudé comme terme, parce qu'en tout cas pour tout ce qui concerne la création, c'est plutôt vraiment de la génération. C'est de générative AI. C'est pas spécialement intelligent. En gros, on lui parle et il nous donne des résultats. Donc, disons que ça a ouvert toutes sortes de portes dans ma profession. Donc, je me présente. Je suis né en 1980. Je suis père d'un enfant. J'ai été élevé dans les Hautes-Pyrénées. J'ai aimé profondément snowboarder dans mes montagnes, faire du hip-hop et les jeux vidéo, parce que étant né en 1980, j'avais pas vraiment le choix. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis et je connais beaucoup de gens là-bas. D'où je viens de me rendre compte que ma présentation est en anglais, je m'en excuse, parce que j'ai absolument pas fait attention. Et j'ai déménagé de Paris suite à la naissance de mon fils pour aller vivre en Touraine, en prévision de l'effondrement sociétal qui nous attend. Donc voici, comme l'a dit Thibaut, j'ai plus de 20 ans d'expérience, j'ai travaillé pour toutes sortes de clients, c'est pas grave, c'est pas important. J'ai travaillé pour toutes sortes de clients, tous discutables en termes d'éthique, mais bon, il faut bien manger. J'ai aussi travaillé avec des clients qui étaient très bien, comme 50A. Donc voilà, ça c'est le genre de travail que je peux faire, du motion. Je fais aussi des présentations pour des grandes marques, des chiffres interminables sur des écrans avec des gens qui ne les regardent pas, des tutoriels pour Vérissure, parce que la sécurité c'est important, n'est-ce pas? Et ensuite toutes sortes d'autres choses pour Hermès et des grandes marques qui sont plutôt cool par contre, parce qu'en général c'est plutôt créatif. Et j'ai fait de la 3D et ensuite de l'AI, mais vous allez voir ça ensuite. Ensuite, personnellement, je travaille, j'ai fait pas mal de musique avant ou pendant que j'étais directeur artistique. De toute façon, vous retrouverez ça, je ne vais pas vous les diffuser, hein. Mais je suis rappeur et producteur. Donc, soit aussi, ça fait partie de mon ADN. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler, mais c'est dommage parce que l'intelligence artificielle pour la musique, c'est aussi un vrai sujet qui est en cours de développement. Voilà, c'est juste pour que vous voyez. En 2000, pré-Covid, on va dire, juste avant, en 2020, 2019, je faisais ce genre de visuel. Je faisais des illustrations que je faisais à la main avec des mouvements. J'habitais à Paris et j'avais juste envie de partir, manifestement, puisque je n'illustrais que des choses naturelles, comme vous pouvez le constater. Je me suis mis à la 3D avec Unreal. Je trouvais que c'était absolument hallucinant comme technologie. On pouvait faire des trucs de fou avec rien. C'était avant la dernière version de Unreal, ça, mais on pouvait déjà avoir des choses qui étaient assez cool, je trouvais, sachant que je suis complètement néophyte et que je ne gère absolument pas bien la 3D. C'était juste le take d'un néophyte qui faisait 2-3 trucs et qui bougeait des boutons. Honnêtement, je trouvais que c'était absolument hallucinant. Voilà, comme vous pouvez le constater. Celui-là, par contre, c'est la dernière itération de Unreal. C'est Unreal 5 qu'on voit actuellement. Ça, par contre, c'est fou. Ça a déjà presque 2 ans, donc imaginez, c'est presque photoréaliste alors que ça a déjà 2 ans. Tout ça, c'est important parce que ça nous donne un état des lieux de ce qu'on est capable de produire artificiellement. Des choses qui ne sont pas vraies, mais qui ont l'air d'être vraies. Et sachant que celle-là, contrairement à... pour l'instant, en tout cas, contrairement aux générations, on a le total contrôle sur toutes ces choses. Je peux me déplacer n'importe où dans ce point, faire le point n'importe où, comme si j'étais réellement dans la réalité. Ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais absolument hallucinant. Donc, voilà.
Ensuite, je me suis mis à Blender parce que c'était pareil, c'était la logique. Donc, j'ai fait également plus de nature et de visuel onirique parce que c'est plus ou moins mon univers. Étant donné que j'habitais à Paris, j'avais juste eu envie de me barrer, hein, manifestement. C'était très passionnant, surtout le principe de Blender qui était vraiment cool parce que c'était une communauté, c'est open source. Blender est open source, c'est gratuit, tout le monde peut le télécharger. Et il y a une énorme communauté de gens qui rajoutent des fonctionnalités, des nœuds, tout un système très très complet. On peut absolument tout faire sur Blender, franchement, c'est vraiment très cool. Et c'est gratuit également. Et c'est à cette époque-là, si je me souviens bien, c'était juste avant le Covid, je pense, que j'ai entendu parler des premières intelligences artificielles génératives, et notamment de Midjourney. J'avais déjà entendu parler de OpenAI, mais j'étais pas spécialement parti dedans, alors que Midjourney, c'était accessible, le visuel était clairement meilleur que ce que pouvait produire Stable Diffusion, et c'était appealing, quoi. Même si, effectivement, comme on l'a montré tout à l'heure, au début, la V1, c'était pas ça, et pourtant, on trouvait ça extraordinaire, je m'en souviens. Donc, on peut voir clairement la différence entre la V1 et la V5.2 en haut, c'est vrai que c'est absolument spectaculaire en un an et demi, les progrès que ça a pu accomplir. Et j'introduis également le style Niji, donc là c'est vraiment plus quelque chose d'illustrateur, mais c'est tout ce qui est en rapport avec l'animé, donc tout ce qui est animation, design de dessins animés, comiques, etc. Puisque Midjourney est doté d'un moteur spécifique qui est basé uniquement sur c'est une forme de sous-modèle en gros qui est entraîné avec des images de comics et d'animés. C'est important pour la suite puisque c'est avec celui-ci que j'ai fait mon livre. Ça, ce sont mes premières générations. Donc j'ai à peu près, je me suis mis, je crois, effectivement, je sais pas 2022, hein, c'était peut-être juste l'année d'avant, je me souviens plus exactement. Enfin, en tout cas, ça c'est mes premières générations avec Midjourney. Ceci est mon premier montage avec des assets de Midjourney, c'est-à-dire que, étant donné que je suis directeur artistique et que j'utilise beaucoup la suite Adobe, je pouvais prendre des assets et les mélanger ensemble, détourer, créer un décor, les poser dessus, refaire la colorimétrie, et j'obtenais des résultats qui étaient forcément meilleurs que ce que pouvait avoir juste une génération d'images. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Ah pardon. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec... disons que ça pouvait excéder ce qu'on pouvait obtenir avec des résultats simples. On pouvait juste se dire qu'on pouvait créer quelque chose, un véritable projet, aller plus loin que simple génération avec un prompt. On pouvait combiner les prompts, les mélanger, utiliser le matériau, le découper, le remixer, le remélanger. Les possibilités commençaient à devenir vraiment intéressantes. J'ai fait toutes sortes de projets, Avatar notamment, dont j'étais bien fan. Je me suis dit, je vais tester. Je faisais des fiches. Ça, c'est la première animation que j'ai faite avec un asset. C'est pareil, étant donné que je suis motion designer, je me suis dit, si on animait un visuel Midjourney, qu'est-ce que ça donnerait? C'était pas mal. En tout cas, c'était possible. Pierre, dans le prompt, tu lui dis, vas-y, bouge. Non, pas du tout. Alors ça, c'est purement manuel. Là, c'est du travail sur After Effects. Je fais un prompt, j'ai un visuel, et avec After Effects, avec Photoshop, je redécoupe des éléments. Par exemple, j'ai découpé le visage, le cou, je reconstruis avec justement de l'intelligence générative sur Photoshop, ça fonctionne très bien. On peut combler les trous et ensuite j'anime les choses à la main avec des clés pour l'instant. Ensuite, donc j'ai essayé Niji et j'ai trouvé ça absolument ouf ce qu'on pouvait faire. J'ai trouvé que le résultat, en ce qui concerne notamment les couleurs et les éclairages, c'était hallucinant. Et c'est là qu'on en vient, même si clairement des gros artefacts, si on voit ici là, sur notre ami Peter Pan, c'est pas terrible. Dans ton prompt, t'appelles Niji. J'appelle Niji à la fin de mon... alors je sais pas si vous êtes familier de comment ça fonctionne, mais en gros, un prompt est plus ou moins découpé en plusieurs parties. On va déterminer, dans un premier temps, là, en ce qui concerne Midjourney, mais pour la plupart on dit hashtag imagine, donc on lui donne l'ordre d'ouvrir. Ensuite, on décrit ce qu'on veut voir. Et ensuite, on peut y coller toutes sortes de paramètres, comme par exemple des paramètres de qualité, des paramètres de stylisation, des paramètres de taille, pour définir la résolution de l'image, et donc notamment le paramètre Niji qui donc spécifie, je n'utilise pas de photos ou d'images de prise de vue réelle, mais uniquement d'illustrations et de travaux illustratifs. Donc ça permet de vraiment cibler les résultats.
Et je trouvais qu'il s'en tirait vraiment super bien, notamment en termes d'éclairage. C'est du travail qui prendrait pas mal de temps à faire à la main. Même si, effectivement, pour ces résultats, en étant tout à fait transparent avec vous, je crois que j'ai combiné 4 artistes que j'ai mis à la fin de mes prompts pour diriger la génération. Donc j'ai mélangé des artistes. Depuis, j'ai complètement arrêté cette pratique par pur désir d'éthique, parce que c'est du vol, ni plus ni moins, même si au final le fait que je ne spécifie pas les artistes ne veut pas dire que leurs travaux ne sont pas utilisés dans mes générations, parce que malheureusement avec Midjourney, je n'ai absolument aucune visibilité sur ce qui est utilisé. Le modèle est totalement opaque, il n'est pas du tout ouvert, c'est pas open source. Je paye un abonnement pour utiliser ce service, mais je n'ai absolument pas le droit d'aller voir ce qu'il y a sous le capot. J'ai continué mes expérimentations. Le Niji a fortement évolué très très rapidement, parce que autant on a vu les réalisations en 1 an et demi sur le modèle général, ça a été rapide, mais sur Niji c'était en même pas 6 mois. Et le truc est complètement hallucinant maintenant. On peut vraiment voilà, faire des dessins. Là, c'est une combinaison de plusieurs images pour faire des planches de comics. Avec des images de Zelda et de Link. Un petit quiz pour vous. Je suis revenu à quelque chose de plus prosaïque. Laquelle de ces images représente, enfin plutôt, quel grand service Internet ces images représentent-elles? La première, par exemple, celle de gauche. À votre avis? Non, c'est YouTube, avec une faute d'orthographe. N'est-ce pas? Donc c'est YouTube, tout le monde regarde plus ou moins le même écran. Le deuxième, je pense que vous l'avez facilement. Bien joué. Le deuxième, qui est personnellement mon préféré. Twitter, tout le monde hurle dans son téléphone, je trouve ça très à propos. Et Tinder, chacun dans son coin. Ça, tu lui as demandé, fais-moi. Donc là, tu voulais tester ce qu'il avait dans sa tête, quoi. Plus ou moins. Alors là, j'ai pas spécifié. Non, là, c'était vraiment. Non, là, c'était vraiment c'était purement orienté. J'avais dans l'intention de faire une critique sociétale sur les applications, et le fait qu'au lieu de nous rapprocher, elles avaient plutôt tendance à nous séparer. Bon, c'était un parti pris provocateur volontairement, mais sinon, non. Le prompt était plus ou moins what you see is what you get. J'ai demandé précisément plusieurs gens qui regardent un téléphone, plus précisément plusieurs gens qui écoutent avec un headphones, etc. De manière générale, pour obtenir des résultats qui ressemblent à ce qu'on a dans la tête, il vaut mieux être très précis. Ça dépend des moteurs que vous utilisez. Stable Diffusion ne fonctionne pas du tout pareil que Midjourney. C'est pas du tout la même façon d'appeler les prompts. Pour ça, une seule façon, c'est d'expérimenter des centaines et des centaines de générations. Je pense que j'ai plus de 10 000 générations sur Midjourney. Près de 15 000, je pense. Mais c'est facile, hein. Il suffit juste d'appuyer sur Replay. À la suite de ça, je me suis dit, et si je pouvais aller encore un petit peu plus loin et essayer de faire un faux site avec une fausse ligne de vêtements haute couture inspiré par des planètes. Alors bon, j'ai pris ça complètement au hasard, mais j'ai trouvé que les résultats étaient sympas. Donc ceci est complètement faux. L'intégralité, à part tout ce qui est habillage évidemment, mais tout a été généré par Midjourney. Sauf les planètes aussi, j'avoue, j'ai triché sur les planètes. Mais le fond... La musique n'a pas été générée par l'intelligence artificielle, c'est bien dommage. Ça, pour le coup, c'est une bonne parenthèse, parce que est-ce que j'aurais été personnellement capable de créer cette collection sans l'aide de l'intelligence artificielle? Je ne pense pas. Je pense que ça aurait été, ça dépassait clairement mes compétences. Je n'ai pas accès à autant de matière dans mon cerveau, je n'ai pas l'expérience pour inventer autant de motifs, de drapés, de choses qui sont en plus inspirées par des planètes. C'était mind-blowing. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de générations pour y arriver, et les résultats étaient fous. Franchement, c'était dingue. C'était dingue. Là, si vous voyez 10% de ce que j'ai généré, j'avais des robes, mais de malade. Des trucs absolument incroyables. Donc après, tout le reste, c'est de l'habillage, After Effects, tout ça est fake. C'est une marque inventée. Complètement inventée. J'ai juste créé le logo, j'ai fait un faux site avec une fausse interface. Voilà, ça fait partie de... C'est mon expertise d'avant, en gros, mélangé avec ce qu'on peut faire
avec de l'intelligence artificielle. En gros, je crée des assets, je les génère. Le texte, c'est généré. Et le texte a été généré par ChatGPT également. Toutes les descriptions par ChatGPT. Je me suis dit, essayons d'aller jusqu'au bout. Ça m'a pris 6 heures. Tout, animation, génération comprise. Donc j'ai fait un sprint, je me suis dit comment on pourrait avoir une fausse collection avec un faux site, avec des fausses descriptions. Ça m'a pris 6 heures. Sachant que même si j'avais mis 100 heures, je n'aurais pas été capable de le faire. Donc ça, pour les créateurs, c'est à méditer. Ensuite, forcément, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que on n'a pas résisté. Hein. Je travaille avec des agences et on s'est mis à utiliser l'intelligence artificielle pour des use cases, pas forcément sur des assets finaux, mais en tout cas pour des proof of concept, pour donc vendre un concept et le maqueter sans avoir à le réaliser. No-brainer. À quoi ça sert d'aller chercher des banques d'images et faire des montages qui vont me prendre 3 heures alors que ça va me prendre littéralement 5 minutes pour faire une génération et montrer un concept? Aucun intérêt. Donc voilà, c'est quelques-uns qu'on a utilisés pour ceci. Désolé pour les marques, je ne sais pas si j'ai le droit. A priori, ces assets n'ont pas été utilisés, donc voilà, aussi pareil. Aucun de ces assets n'a été designé par moi, tout ça est full AI, sauf le texte évidemment. Vous voyez ce qu'on peut faire hein, avec 3 générations et un peu de motion. Et des idées. Vous voyez le délire. Ça, c'est un peu différent parce que ça, pour le coup, c'est fait avec Stable Diffusion et de l'animation image-to-image. Ça, c'est encore une autre technique. J'aurais malheureusement pas le temps de rentrer là-dedans. Mais, c'est très intéressant, surtout que ça, c'est une technologie, la vidéo, l'animation intelligence artificielle, c'est quelque chose qui bouge très, 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 très vite. Trop vite pour qu'on puisse la suivre d'ailleurs. Et j'en profite pour faire un petit shout-out à 50A. J'ai redesigné certaines de leurs images de leur nouveau site avec Midjourney également. C'était un co-travail très intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était passionnant à faire. Voilà. Et donc, à l'issue de ça, je me suis réellement posé la question. Bon, entre-temps, je suis devenu père et j'ai déménagé. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire pour utiliser cette technologie. Je ne sais pas si c'est à bon escient, mais en tout cas dans un but qui est plus grand que ce que je pourrais faire juste pour le vendre ou pour essayer d'ouvrir l'esprit de mon enfant, ou en tout cas de faire quelque chose qui soit un moment de partage, puisque c'est un livre que je lui lis plus ou moins tous les soirs. Voilà, j'en ai un petit peu marre, donc je pense que je vais changer, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était quelque chose que je peux partager avec quelqu'un et qui soit juste le support de mon idée, puisque j'avais une idée très précise, je vais vous en parler un peu plus, mais je voulais que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, ne soit réellement qu'un outil d'un concept qui était original et personnel. Donc, ceci est le vrai Milo, et ceci est le Milo généré par Midjourney avec Niji. Et ensuite, je vais donc passer à ceci, puisque j'ai fait un site, je me suis dit que ça serait plus simple sur les conseils d'un ami. J'ai donc documenté tout mon travail pour en arriver là. Je vais passer directement ce chapitre. Donc voilà, le concept était, enfin le processus était assez simple. C'était comme un processus classique. J'ai fait d'abord des recherches, j'ai trouvé un scénario, j'ai agrégé le tout, j'ai retravaillé les visuels et ensuite je les ai assemblés pour faire une histoire. Donc j'ai d'abord fait des recherches. Ce que je voulais, c'est que ça soit représentatif du nouveau lieu dans lequel on vit, c'est-à-dire la campagne Tourangelle, où il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même assez beau. Beaucoup d'arbres et des champs et des vieux bâtiments avec des pierres blanches, des lacs, des prairies. Tout ça, c'était des environnements que je savais qu'il allait côtoyer tous les jours et je voulais que ça soit dans le livre. Voilà, le countryside, les villages, avec les tuiles, les pierres blanches, tout ça. Ensuite, le vrai défi, c'est ce qui est le plus intéressant, le vrai défi, c'était de réussir à conserver une unité de personnage. Ça, à l'époque où je l'ai fait, même si aujourd'hui ça reste quand même encore un défi, obtenir des générations qui représentent toujours le même personnage
Et surtout avec Midjourney, où on n'a pas vraiment le contrôle qu'on a, en tout cas surtout pas avec Stable Diffusion. Aujourd'hui, on a contrôle net, je reviendrai peut-être là-dessus, mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait aucun paramètre, donc on avait juste que les mots pour essayer d'avoir quelque chose de consistant. Ça, c'était assez difficile, mais Midjourney s'en tire assez bien. Alors, j'en viens à me demander si quelque part, c'est pas parce que mon petit garçon est blond et blanc, parce que manifestement, j'ai fait des tests avec différentes typologies de personnages et les résultats ne sont pas du tout aussi consistants. Ce qui aurait tendance à prouver, et je pense que je suis assez juste dans cet assessment, c'est que la grosse partie des générations a quand même été biaisée dans la représentation. Je pense que les matériaux qui ont été utilisés n'étaient pas spécialement variés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec Midjourney pour créer des personnages? Ça, c'est quand même assez fou. On peut créer des character sheets. C'est un travail de malade normalement c'est un travail d'animateur professionnel de faire ce genre de choses. Et lui est capable de le faire à la perfection. Des impressions, des outfits. C'est-à-dire que tu lui dis maintenant, fais-moi une planche où tu déclines. Character sheet, ça c'est une génération sans aucune retouche. Ça c'est une génération originale. J'ai rien touché là, j'ai rien fait. Il suffit juste d'isoler un personnage et voilà. Ce qui est surprenant, pardon, c'est sur la même génération qui se ressemble, ça c'est logique, mais enfin, t'en parlais un peu à l'instant, mais juste généralement la vraie frustration avec Midjourney, c'est d'une génération à l'autre de ne pas retrouver le même personnage. Exactement. Et là, sur Niji, ça marche mieux peut-être? Alors sur Niji, ça marche mieux. Après, mon prompt, je vais l'aborder juste après, mon prompt était relativement précis. Okay. Donc j'en parle justement dans ce paragraphe-là, ici, avec Stable Diffusion aujourd'hui, avec des LoRa. Un LoRa, donc, c'est un sous-programme qui permet de vraiment réduire l'apparence d'un personnage ou d'une scène ou de quoi que ce soit. Ça permet vraiment de réduire le spectre. Et avec ControlNet, qui permet de définir la position d'un personnage ou d'une scène ou d'une composition de manière générale. Midjourney, on n'a pas ce genre d'outil. Donc, j'avais que les mots. Et avec ceci, voilà mon prompt tel que je l'ai balancé. Il a suffi juste que je mette « A young boy adventurer with blonde hair, white shirt and green shorts ». À la suite, j'ai supprimé Adventurer par la suite parce que ça crée souvent des sacs à dos, pour une raison que je ne comprenais pas. Donc je me suis décidé de débarrasser du sac à dos. Et ça suffisait si je faisais l'ajout de Children's Book Illustration, Cute, Ghibli and Pixar. Désolé, merci pour eux. Pastel Colors, High Definition. Ça suffisait pour avoir ce genre de choses. Alors ensuite, on a différents styles. Hein. On a le style expressif qui est celui que j'ai utilisé parce que je trouvais que ça marchait bien. Le style scénique était très bon pour les environnements, pas du tout pour les personnages. Il avait tendance à créer des stickers comme ça là. Donc beaucoup moins exploitable. Et le style cute, c'était vraiment trop chibi pour moi. C'est vraiment un petit personnage trop mignon, mais pas vraiment ce que je recherchais, quoi. Donc voilà, ensuite de ça, il suffisait de faire des... Je me suis créé une banque d'images de personnages. Comme ça, je les avais. Si jamais j'avais une génération qui était cool, mais pas le bon visage ou pas le bon angle, je savais que je l'avais pour plus tard. Donc je pouvais le stocker. Donc j'en ai fait plein. C'est exactement ce qui s'est passé ici. La génération est pas mal, mais le visage est pas ouf. On voit qu'il y a des artefacts sur l'œil, il y a des problèmes. Il a juste suffi que je change par un de ces visages, je refais un peu l'éclairage et voilà. Donc un travail qui est somme toute minimal. C'est quand même un travail précis, il faut savoir connaître Photoshop, mais sur le principe, c'est quand même vraiment pas compliqué, n'importe qui peut le faire. Et parfois, j'ai eu de la chance et j'ai eu vraiment des très belles images. Enfin, en tout cas, à mon sens, peut-être que je suis pas objectif, hein, mais... parce que évidemment, je vois mon fils à chaque fois que je vois une image, donc, du coup, je fonds comme un imbécile. Mais voilà. Je voulais absolument qu'il y ait beaucoup d'animaux, ça aussi, ça a été un débat, parce que mon fils est fan d'animaux et il y en a partout chez nous. Du coup, je voulais qu'il retrouve ça chez lui, des animaux essentiellement de la ferme ou des bois ou ce genre de choses. Donc encore une fois, Midjourney se débrouille pas trop mal avec ce genre de choses, mais je ne sais pas pourquoi, tous les animaux sont en général blancs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Les chiens sont blancs, les poules sont blanches, ça je sais pourquoi, c'est parce que les poules américaines sont blanches. On voit quand même que la grosse majorité des modèles sont basés sur des choses américaines. On verra après pour les bois notamment, c'est incroyable. Soft power. Orienté à fond.
Absolument pas. Ça, c'est quelque chose qu'il gère très bien tout seul, je trouve. Tout ce qui est contraste, lumière, mise en avant du sujet, c'est des choses qui demandent un travail colossal, hein. Je le sais parce que j'ai été illustrateur. Je vois là ce genre d'illustration, ça met un temps de malade à faire. De choisir même la composition, je trouve qu'il se débrouille bien. Après, c'est pas parfait, hein. Loin d'être parfait. Mais loin d'être parfait, mais on s'en rapproche quand même pas trop mal, quoi. Donc voilà, ce genre de choses. Là, par exemple, voilà, quand j'ai jugé anérer ces bois, clairement, les bois à côté de chez moi ne ressemblent pas à ça. Je n'ai pas de séquoia à côté de chez moi. Ça, c'est les redwoods de North California. Là, c'est très Ghibli, étonnamment, hein. Ça dépend. Ils prenaient soit Ghibli, soit Pixar, soit même. Enfin, j'ai trouvé que par rapport à, c'était surtout Disney early stage, notamment sur les personnages. On dirait vraiment du Don Bluth. Je ne sais pas si vous êtes familier de Brisby et le secret de Nîmes et ce genre de choses. Mais c'était ça, c'est le Disney de 1980, ce qui n'était pas du tout pour me déplaire, puisque c'est complètement ma génération. Donc voilà, après je te raconte tous les animaux qu'ils rencontrent, les générations, etc. etc. Tu vois, quand on dit que l'intelligence artificielle, en fait, ça fait tout le travail, moi, quand je vois tout le travail que tu nous as montré depuis le début, quand tu dis que ça t'a pris 6 heures, ça t'a pris 6 heures dans l'opérationnel, mais moi, quand je vois tout le travail en termes de DA, parce que c'est un travail qui est quand même super structuré, tout ce que tu nous as montré. C'est de la sélection. C'est vrai que là, où se retrouve vraiment le... On peut sortir n'importe quoi. Je ne sais pas combien j'ai eu de générations sur Milo. J'en ai eu, je ne sais pas, peut-être des centaines. Donc effectivement, il y a un choix à faire. Il y a une direction aussi à appliquer. C'est ce qu'on en fait. C'est un outil comme un autre. C'est un outil extrêmement puissant, ça c'est une certitude. Un outil qui n'a pas réellement de limite, en tout cas pas pour l'instant. Mais effectivement, ça ne sera jamais aussi bon que ce que les gens en feront, quoi. Moi, j'ai tendance à croire qu'une illustration, c'est très bien, elle peut être très belle. Si elle n'a pas réellement un sens qui nous touche, nous, en tant qu'êtres humains, si elle n'a pas de sens général, l'illustration ne sert à rien, elle ne touchera personne. Tout le monde va l'oublier dans la seconde. Il n'y aura aucun intérêt. Alors que si je l'insuffle d'un sens profond, plus profond que juste une illustration, alors j'obtiendrai quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'espère, je crois. C'est le salut de l'humanité par rapport à l'IA. Et donc pour finir, je termine avec ceci. À la fin, il a suffi juste que, parce que les générations sont d'assez basse résolution, en général, Midjourney sort du 1024 par 1024, ce qui n'est pas terrible pour de l'impression. Mais il y a des upscalers qui sont méga puissants aujourd'hui, entre Stable Diffusion, Upscale ou encore Topaz, qui est payant, mais qui est franchement bluffant. Ces illustrations-là, qui sont en 1024 par 1024, je pourrais aisément les imprimer en 8 mètres par 8 mètres aujourd'hui, sans aucun problème. Ce qui était totalement impossible il y a un an. Ça, il faut le garder à l'esprit, c'est complètement hallucinant. On peut upscaler n'importe quoi à n'importe quelle taille. Là, on peut voir la différence. On a quelque chose de flou, on a quelque chose de net. Là notamment, c'est vraiment bluffant, quoi. Et voilà. Donc voilà ce qui concerne l'IA. Donc j'en parlais, Midjourney c'est bien, mais c'est pas open source. Et c'est un vrai problème. Excusez-moi. Mais il y a des alternatives. Je vous laisserai, vous avez le lien dans la truc si ça vous intéresse. Il y aura le lien de la présentation. Stable Diffusion est super. Cette interface est ultra basique. Elle a été pensée pour être ultra basique. Si vous voulez vous mettre dedans, c'est un petit peu une usine à gaz, mais c'est assez intéressant. Et le gros avantage, c'est que tout ça est gratuit, open source. Des centaines de modèles vous attendent. Il y a un contrôle de malade avec plein d'extensions. Et une communauté super active et des tutoriels sur YouTube à foison. Donc si ça vous intéresse. Moi personnellement, je viens de penser à ça. C'est la même chose mais avec des nœuds. C'est beaucoup plus précis, mais aussi beaucoup plus complexe. Mais cela dit, ça me permettra à terme probablement d'obtenir le même genre de résultat que j'ai eu avec Midjourney, mais gratuit, enfin open source surtout. Et avec beaucoup plus de contrôle. Et surtout, tout ceci supporte tous les nouveaux modules qui permettent de faire de l'animation. Et là, c'est la suite du chapitre qui est en train de s'ouvrir pour les créateurs comme moi. On a pu faire des très belles images fixes, même des très belles photos, comme on a vu, notamment par rapport aux deepfakes. C'est un petit peu flippant, mais c'est la réalité. Demain, les deepfakes seront animés, vraiment. Et ils seront animés à la perfection, c'est pareil.
Pour l'instant, c'est encore expérimental, mais ça ne le sera pas très longtemps. Surtout qu'on peut utiliser des vidéos de référence. On pourrait par exemple utiliser des acteurs. C'est ce que faisait Disney à l'époque, c'est marrant parce que le processus de Disney à l'époque, notamment sur Pocahontas, c'était de shooter les scènes, en vrai, et ensuite de redessiner frame à frame. Bah, c'est exactement ce que ça fait, sauf que ça va 200 fois plus vite et qu'on n'a qu'une seule personne pour le faire. On peut remplacer n'importe qui par n'importe quoi de manière totalement seamless. Je crois que c'est GenAI qui promet ce genre de choses. Ça, c'est ce qui se passe déjà avec un seul prompt. Là, il n'y a même pas de vidéo. C'est juste un seul prompt. J'appuie sur Render et ça me donne une animation. Absolument aucune idée de comment ça marche, mais ça marche. C'est Animate Diff. Et ça, Gentoo, voilà. Là, ça commence à fonctionner aussi. Je vous enjoins à aller regarder. On n'aura malheureusement pas le temps de rentrer là-dedans. Mais... Dans ton travail, est-ce que dans ce que tu sors à la fin, est-ce que Ouais. Mets le son, s'il te plaît, Pascal. il est parti sur la. Pardon, tu voulais. Non, en fait, j'ai eu l'impression au démarrage que tes travaux impliquaient pas mal de travail de l'image par la suite Adobe, etc. Est-ce qu'à la fin, tu n'as plus tout ce travail ou est-ce qu'il y a encore ce travail? À mon sens, pour le moment, et je ne pense pas que ça va changer de sitôt, il y aura toujours du travail d'ajustement pour obtenir exactement ce qu'on cherche. En tout cas, ça dépend. Hein. Si ce qu'on cherche pour soi ou ce que cherche le client, ça sera très rarement, soit la première génération ne sera pas la bonne, et il faudra refaire, ou on aura une génération qui s'approche à peu près du résultat final, mais idéalement, il faudra quand même refaire certaines choses pour obtenir quelque chose de parfait. Okay. Un exemple concret, par exemple, moi j'ai envie d'écrire un bouquin pour un de mes fils. Ouais. L'image, elle m'intéresse, mais je n'ai pas une vision de détail. Je suis très intéressé par le texte, en revanche. Ouais. Est-ce que je peux générer un truc directement sans avoir besoin de maîtriser la suite Adobe? Pour des images fixes? Ouais. Sans problème. Okay. Aujourd'hui, à l'état des technologies, on peut littéralement illustrer n'importe quoi dans n'importe quel style. Okay. Il n'y a vraiment pas de limite. Il faut s'imaginer, en tout cas pour moi, créateur, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si on avait l'intégralité de l'histoire de l'art à notre disposition à tout moment. Il suffit juste de savoir comment l'invoquer correctement, utiliser les bons termes, et c'est là que finalement les créateurs qui ont de la culture de l'art seront largement favorisés pour l'avenir, c'est qu'ils sauront exactement quoi invoquer. Non, quand tu emploies le terme invoquer, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de puissance tout à fait maléfique. Mais pour moi, c'est exactement ça, hein, vraiment. On parle à la machine, on invoque quelque chose à la machine, parce que de la même manière qu'on est incapable de comprendre l'exponentialité de l'avancement, je pense qu'on est absolument incapable de comprendre l'intégralité de ce que comprend un modèle. Un modèle comme Midjourney, j'ose imaginer que c'est peut-être 200 000 gigas, c'est tellement énorme, il y a tellement de visages, chaque visage est différent, chaque génération est différente, j'arrive même pas à savoir combien d'images il arrive à combiner pour obtenir des résultats qui sont censés être différents à chaque fois, sachant qu'on est, je sais plus combien la fréquentation de Midjourney, mais on est plusieurs centaines de milliers tous les jours à faire des dizaines de milliers de générations, enfin c'est bottomless, et chacune est différente avec sa propre seed, dans son propre style. Donc voilà. C'est... Ouais. Une question pour le papa. Oui. L'interlocuteur précédent disait bon, les gars de McKinsey vont disparaître, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour le reste, ça va être moins bien. Vous nous expliquez que finalement, ça vous a permis de faire plein de choses. Tout à fait. La question que je pose au papa, c'est comment vous allez expliquer tout ça à votre fils? C'est une excellente question. Je me la pose constamment. Sachant que c'est très difficile de vous répondre parce que l'état de la technologie d'aujourd'hui sera loin d'être celui qu'il y a demain. Mon fils commence à peine à parler, il parle bien, mais on est loin de concepts abstraits de ce genre. Et je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi va ressembler le monde de demain, ni pour lui, ni pour moi. En revanche, et après c'est une position qui est purement personnelle, j'ai fait le choix de déménager à la campagne justement pour ça. Parce que moi, j'ai grandi dans la montagne et que j'ai besoin de tangible. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir le soleil sur moi, j'ai besoin de voir le vivant tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est que pour créer des choses avec l'intelligence artificielle, j'ai besoin de ce rapport au vivant. Parce que sinon, je ne peux rien créer. En fait. Il n'y a rien qui me vient. Je pourrais taper des mots incohérents les uns à la suite des autres, mais dans quel but en fait Jérôme. On sait que l'anglais est plus factuel et le français plus nuancé. Tu nous as montré dans tes
quand tu parles anglais, est-ce qu'il y a des différences ou quand tu parles français, où il y a plus de nuances, des résultats plus fins? Il y a des résultats qui sont différents. Je crois que Midjourney répond à 70 langues, si je me souviens bien. Les résultats sont différents, mais pas différents de ce qu'on pourrait imaginer. Ils ne me donnent pas des résultats plus français parce que je parle français. Ça ne change pas. C'est juste la façon dont il va traduire. Je pense que le moteur fonctionne en anglais, et ce qu'on rentre dedans est traduit dans un premier temps et ensuite filtré. Donc ça dépend de la finesse de la traduction. Moi, je travaille qu'en anglais parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus... parce que je sais que le modèle a été conçu en anglais et que je parle anglais. J'ai la chance. Il y a des meilleurs résultats, moi, je trouve, en anglais avec Midjourney. Parce que quand on prompte en français, des choses évidentes, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, ouais. Genre 2 enfants qui courent, il va les faire assis en français, alors que two children running, il les fait courir. C'est parce que la traduction n'est pas, Ouais. est pas idéale. Hein. C'est mieux d'utiliser en anglais. Je pense. Après, c'est voué à changer, et notamment Stable Diffusion, lui, par contre, se débrouille très bien en français. T'as une question? Oui. Pardon. J'ai une petite question, moi, ça serait plutôt au niveau du droit de la propriété de l'image. Par exemple, aujourd'hui, moi, je vais créer un visuel grâce à ChatGPT. Je vais refaire les détails soit sur Canva, soit sur Photoshop, sur l'outil. Est-ce que j'ai le droit de mettre mon nom sur ce visuel-là ou pas? Vu que ça a été créé par ChatGPT, c'est énormément... C'est la question piège à 10 000 $, dont personne n'est capable encore de répondre. C'est-à-dire qu'aucune cour de droit international ou même local n'a pu statuer sur cette question. Le droit américain s'y est penché largement et a conclu qu'on verra, si je me souviens bien. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de consensus pour l'instant. Très honnêtement, c'est sûr je crois qu'il y a des gens qui ont essayé de vendre des faux Dali, ça n'a pas marché. Bon, il vaut mieux être pas trop précis, voilà, de manière générale. Après, vouloir vendre quelque chose à un prix exorbitant généré par l'intelligence artificielle, je trouve que c'est de mauvais goût. Après, c'est moi, c'est mon avis, quoi. Mauvais goût, mais c'est un travail, je me permets de rebondir, c'est un travail aussi. J'étais il y a 2 jours avec Ahmed, on était en train de faire la fusion entre 2 entités. Il y a notre secrétaire général qui a fait un travail montre, ça fait 2 semaines, elle est en train de travailler sur quelque chose. J'ai pris ChatGPT en 2 minutes, j'ai mis des informations, j'ai créé un document qui est mieux qu'elle. Il y a quand même un résultat derrière. Et ça, c'est la dichotomie entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, en fait. C'est malheureusement, cet outil, comme on a pu le voir juste avant, l'IA, ça va rester, quoi qu'il arrive. C'est une invention qui est du même niveau que la photographie ou Internet. C'est quelque chose qui va absolument tout changer. Ça va changer notre rapport au réel, ça va changer notre rapport à la création, ça va changer notre rapport à l'histoire de l'art, à l'art en général, même au sens qu'on peut avoir sur les images, à la valeur définitivement, puisque tu posais une question sur la valeur des choses. Pour l'instant, la valeur, elle est indexée sur quoi? C'est difficile de répondre à cette question, quoi. C'est le créateur qui la fixe. S'il a utilisé... quelle est la différence entre un maître de la peinture qui va s'inspirer de 200 générations précédentes et recopier des toiles, et ça aujourd'hui, en fait? La différence, c'est juste l'échelle. C'est juste que là, il ne faut pas une vie entière pour acquérir ce savoir-faire. Mais sur le fond, en fait, d'un point de vue artistique, c'est exactement la même chose. Pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Il me semble qu'il y a un truc qui a été acté. Ah, pour les Américains? Oui, c'est les Américains, c'est qu'ils ont acté que ça n'appartient à personne. Ah, voilà, c'est Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, il y a un singe, Fabrice, qui se photographie parce qu'il vole un appareil photo d'un... Ah oui, je me souviens de ça. Il se photographie. Et donc c'était La paternité. à qui appartient la photo, et il y avait eu toute une histoire, tout un truc, et finalement, elle n'appartient à personne. Et donc là, c'est pareil, la ça tombe... création faite en IA n'appartient à personne. Ça va beaucoup bouger parce que l'Europe va s'en mêler, elle adore réguler, Ouais. mais elle aborde le problème exactement dans le sens inverse, et donc elle va forcément se prendre un mur parce que c'est pas jouable. Et puis on comprend, c'est même pas qu'on comprend pas comment ces modèles fonctionnent, c'est qu'on peut pas faire de diagnostic de ces algorithmes. Non. Donc il n'y a pas moyen de comprendre quelque part. Non. D'où l'invocation qui est finalement à terme pas mal parce que c'est quand même une entité qui a dépassé son maître, donc il y a ça, quoi. Ouais, c'est complètement ça. C'est ça. C'est un bon terme invoqué. Est-ce que la régulation doit arriver ou pas? En ce qui concerne les œuvres artistiques, c'est un bon débat. Pour l'instant, moi, de mon propre ressenti par rapport à la communauté des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, j'ai vu toutes sortes de profils de gens qui s'intéressaient absolument pas à l'art, qui bossaient dans des métiers dégueulasses ou très difficiles
et qui rentraient chez eux et qui, au lieu de scroller endlessly sur leur Instagram, se mettaient à créer des choses et à découvrir que c'est hallucinant, je ne connaissais pas Da Vinci, je ne connaissais pas ce maître de la peinture française, qui donc se sont ouverts grâce à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir qui était positif. Après, évidemment, il y a forcément du négatif là-dedans. Dès que les corporations voient qu'elles peuvent faire de l'argent là-dedans, c'est sûr et certain qu'il va y avoir du contrôle qui va apparaître. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux essayer de faire open source au maximum, si c'est possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Et on a des outils open source, il faut les utiliser. Donc malheureusement, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais je changerai. Je veux juste savoir, est-ce que vous pensez que du coup, l'utilisation de l'IA pour du coup, générer des images, emprunter des styles particuliers de dessin, ça va fortement ralentir l'émergence pardon, de l'histoire de l'art, de nouvelles choses. Oui. Moi, je pense pas, moi. Je pense qu'au contraire, en fait. Parce que, finalement, on a toujours cherché des moyens de se différencier. Aujourd'hui, là, ça va être facile d'imaginer, de voir que ça a été recopié ou fait que... Il va y avoir des choses, il y a des choses qui ne sont pas recopiables. On peut penser, je ne sais pas moi, à l'œuvre de Pierre Soulages, par exemple, qui travaille sur la lumière. C'est impossible de refaire une œuvre de Pierre Soulages. C'est impossible. La sculpture en elle-même, alors après, jusqu'à l'œuvre du contraire, peut-être que les gens vont réussir à créer une intelligence artificielle qui fait de la sculpture, mais... Ah oui, ça sans problème. À partir du moment où tu utilises l'imprimantes 3D, c'est vraiment pas... Oui, mais aura-t-il l'impulsion, quoi? En fait, on parle beaucoup aussi, et c'est... On parle beaucoup, en fait, la blockchain peut avoir un énorme enjeu sur la création parce que tu peux mettre en place et suivre et protocoliser le processus créatif. C'est-à-dire la protocolisation du processus créatif, c'est que tu peux remonter à un protocole qui a été créé par un tel et tu le dupliques et tu le suis. Si l'algorithme on ne peut pas le lire, comment la blockchain va pouvoir... C'est exactement pour ça qu'il faut rester open source. Ah non, mais même un algorithme open source, tu ne peux pas l'auditer. Ah oui, non, on ne peut pas l'auditer. C'est la nature même de l'algorithme. Oui, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est de la magie, oui. Enfin, de la magie. C'est-à-dire, et les utilisateurs, qu'est-ce que tu utilises? Soit je décide d'aller sur une journée, soit je décide de me casser un peu plus la tête sur du stable diffusion. Et puis à quoi il a Moi, pour répondre à... ton logiciel, donc ton IA, la mid-journée, elle ne fait que reproduire des choses qu'on lui a existantes, exactement. Si à un moment tu fais dans un processus où toi tu vas créer, réinjecter dans la machine également ta création, c'est là qu'il va y avoir des trucs. Là, on va récupérer du contrôle. En fait. Moi, je pense qu'au contraire, j'ai plutôt tendance à croire que les artistes qui vont travailler avec de l'analogique, leur œuvre va prendre de la valeur. Justement parce que tout le monde peut devenir... Là, vous êtes tous des artistes. Tous. Vous avez l'intégralité de l'histoire de l'art à portée de vos doigts. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre Internet, regarder quelque chose, le rentrer dedans et ça y est. Il y a une anecdote sur Soulages qui est assez marrante. Il y a Soulages, il est avec un ami, et son ami lui dit viens, fais un tableau devant moi. En fait. Et donc ils vont dans l'atelier et Soulages commence à faire son tableau. En fait, il n'y arrive pas. Et il dit parce que tu es là, il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est la création. Donc ça veut dire qu'il y a comme une espèce de transcendance de Soulages à un moment donné qui peut créer. Et je ne sais pas si l'IA est capable de faire ça ou comment on peut penser ça. Comment cette espèce de truc qui n'a pas cette espèce d'essence de la création peut être là. On va loin. Pour moi, c'est juste l'impulsion, elle existe à partir du moment où on prend son clavier dans un but précis. En fait, à partir du moment où on prend n'importe quel outil, un crayon, quoi que ce soit. Il y a une espèce de processus de transe. Tout à fait. Après, l'œuvre de Soulages, lui, ce qu'il voulait dire par là, c'est que il était capable évidemment de faire des choses magnifiques, mais pas au niveau qu'il attendait. Donc il y a quand même une œuvre de sélection dans sa tête. Il se disait, je ne vais pas créer quelque chose qui va mériter de rester parce qu'il n'est pas là. Mais en lui-même, il a été parfaitement capable de faire des choses absolument fantastiques à ce moment-là, même devant du monde. C'est juste que ce n'était pas à son niveau, quoi. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. Tout va dépendre... oui. C'est plutôt que j'ai un peu peur que la pratique de l'art, illustration, etc., elle se perde dans le sens où moi-même, j'ai créé un personnage et au lieu de le redessiner
différemment, avec différents habits, différentes expressions. J'ai juste pris mon dessin, je l'ai mis, je l'ai donné à une IA et je lui ai dit ouais, fais-moi ça. Et ça a marché? Oui, j'ai eu des très bons résultats. Mais est-ce que tu as eu les résultats exacts que tu souhaitais? Alors ça m'a pris plusieurs générations quand même. Voilà. Et il y a des images qui me plaisaient, qui n'étaient pas parfaitement... qui n'étaient pas parfaites. Oui, il y avait des artefacts et des... Je les ai reprises et je les ai remodifiées. Pour moi, malheureusement, la seule façon de sortir exactement ce qu'on a dans la tête, parce que c'est ça hein, finalement, c'est de le faire soi-même. Ça, encore aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Neuralink, demain. Neuralink. Régis avait... Vous avez vu le dessin animé Arcane? Ouais. D'accord. Arcane, c'est tiré d'un jeu vidéo. Hein, League of Legends. Ce qui est extraordinaire dans Arcane, c'est que c'est fait en partie en 3D et du dessin traditionnel. Et redessiné par-dessus. Et en fait, ils ont un style, un rendu qui est vraiment incroyable. Et ils se sont vraiment différenciés des studios qui faisaient que de la pure 3D, même de la 3D. Technique expérimentée par Spider-Man quand même avant. Hein? Technique expérimentée par Spider-Man juste avant quand même. Comment tu dis, pardon? Spider-Man de Miles Morales, là, c'était la même technique, c'était eux qui ont fait en premier. Qui est tout à fait mais c'est finalement le mélange et le retour c'est ça, c'est le mélange travail humain manuel qui va redonner du corps à l'œuvre. Moi, je pense que c'est le mix média à l'avenir, en fait. C'est qu'on peut tout mélanger. En fait, tout est devenu possible. On peut transformer du texte en audio, de l'image en audio, de l'audio en image. Ça, c'était des choses qui étaient impossibles. Aujourd'hui, c'est possible avec l'IA. On peut transformer tout en tout. Tout contenu peut devenir autre contenu. C'est beau comme conclusion, ça. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. En tous les cas, Pierre, merci beaucoup. Merci à vous.